Merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité ce soir. Les habitants du quartier Bitabé dans la commune de Massina se sont soulevés suite à la recrudescence de l'insécurité. Ils étaient prêts à incendier le conteneur du Souciat de la police affecté à l'entrée de ce quartier. Ils ont été dispersés par des coups de feu. On en parle dans un instant. Et célébration ce 10 octobre de la journée mondiale contre la peine de mort. Elle vise à rappeler à tous l'importance du combat mené par de nombreux pays pour l'abolition de cette peine. Enfin, Expo SURES 2014 de mars, ce samedi 11 octobre à Kinshasa. L'annonce a été faite par le ministre intérimaire Robert Mbinga de l'ESURES au cours d'un point de presse. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Après une recrudescence d'insécurité dans la commune de Massina au quartier Bitabé, la population s'est enfin révoltée contre la police commise à sa sécurité. Se soulevant contre la énième agression des inciviques, ce matin, les habitants de Massina Bitabé ont été dispersés par des coups de feu tirés en l'air alors qu'ils étaient prêts à incendier le conteneur de la police. Reportage Esther Pezo Omba et le Petit Baïndé. La population de quartier Nzouziwambombo, Boba et Télévision dans la commune de Massina Bitabé s'est réveillée ce matin, vendredi 10 octobre 2014, sous les crépitements des balles. Des coups de feu tirés en l'air pour disperser les jeunes gens de ce quartier qui se sont insurgés contre les policiers commis au sous-commissariat de Boba, situé à côté de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, dans le souci d'une justice populaire. À la base, l'extorsion et l'agression à coups de machette d'un chauffeur de D107 nommé Trésor Mabialangoma par les Koulouna. La victime, qui dit reconnaître certains policiers parmi ces inciviques, est allée porter plainte auprès de leur commandant. La population, ayant appris la nouvelle, s'est révoltée et a voulu piller et brûler le conteneur de la police de Boba. Pendant ces affrontements entre la police et la population, la sœur de la victime s'est aussi blessée. En sortant ce matin vers 4 heures, j'ai rencontré un jeune homme cagoulé au coin de mon avenue. Je me suis arrêtée, mais lui m'a demandé de continuer ma route et de ne pas avoir peur. Nous sommes avec les policiers qui font la patrouille, m'a-t-il dit. Ensuite, j'ai vu 2 policiers qui m'ont interpellé. Ils m'ont demandé mes pièces d'identité. Je leur ai présenté mon permis de conduire. Puis, ils m'ont ravi une somme de 87 000 francs ainsi que mon téléphone. Alors que je réclamais mon argent, ces inciviques ont sorti une machette et m'ont frappé à l'épaule et aux pieds. Je me suis défendue malgré mes blessures. Tout ceci en présence des policiers. À en croire un commandant de l'intervention de l'échangeur limité, les policiers accusés et leurs compagnons Koulouna sont déjà mis aux arrêts et subiront la rigueur de la loi. Cette situation a perturbé les habitants de ce coin de la capitale dans la matinée. Certains élèves n'ont pas pu arriver dans leurs écoles. Les habitants de cette partie de la commune de Massina déplorent le comportement de ce policier qui crée l'insécurité. Pourtant sont-ils eux-mêmes des agents de l'ordre. Le calme n'est revenu que vers 8h30. Nous sommes le 10 octobre. Le monde célèbre aujourd'hui la journée contre la peine de mort. Cette journée s'adresse autant qu'aux opinions publiques et dirigeants des pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort qu'à ceux des pays qui l'ont déjà fait. L'objectif est de faire pression sur les États qui conservent la peine capitale pour qu'ils abolissent et réclament l'arrêt définitif des condamnations à mort. Et nous allons aborder cette question sur la célébration de la journée mondiale contre la peine de mort avec un activiste de droits de l'homme. Il s'agit de monsieur Emmanuel Kabengele. Il est coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Première question, pourquoi consacrer toute une journée mondiale contre la peine de mort? Vous savez que nous, en tant que droits de l'hommiste, lorsque on considère que la communauté internationale consacre la célébration de la lutte contre la peine de mort en une journée internationale. C'est une manière de donner un message clair aux États qui n'ont pas encore mis dans leur arsenal juridique la lutte contre la peine de mort. Et pour nous, c'est un message fort adressé à ces États. Et c'est également aussi une sorte de conscientisation de la part de ceux-là qui sont encore très récalcitrants. Alors pensez-vous que la peine de mort soit vraiment une sanction collective, quoique suprême?
Bon, vous savez que pour nous, on considère la peine de mort comme une sanction qui est la plus inhumaine. Donc on ne voudrait pas la considérer comme une sanction collective, mais c'est une sanction qui est la plus inhumaine, parce que vous savez, lorsqu'on condamne quelqu'un à une peine de mort, si on l'a condamné qu'il y a eu une erreur judiciaire, c'est que ce quelqu'un-là, on l'envoie à la mort alors qu'il y a eu oui, alors que en réalité, c'était pas ça ce qu'il avait pu y commettre. Vous savez qu'en droit, il y a un principe qui dit mieux vaut acquitter du criminel que condamner un innocent, et pour nous éviter de cas d'erreur judiciaire et pour pouvoir d'une certaine manière, pour ceux qui ont commis les crimes les plus odieux, le ramener à la raison, le resocialiser, le faire d'une certaine manière reprendre conscience, on s'est dit qu'il faut qu'on écarte la peine de mort. Alors, ne pensez-vous pas qu'il soit utile et nécessaire d'infliger au meurtrier la peine qu'il a fait subir à la victime, comme c'est le cas en Chine? Bon, vous savez que d'une certaine manière, infliger au meurtrier la peine qu'il a fait subir, même lorsque vous avez une condamnation à perpétuité en prison, madame, c'est déjà une sorte de mort lente que vous avez. Donc la peine la plus extrême pour nous n'est pas simplement la peine de mort. Le fait déjà de vous priver de liberté, le fait déjà que vous soyez condamné à vie à vivre entre les quatre murs d'une prison, pour nous c'est déjà une très grande leçon morale, et pour nous c'est pratiquement une interpellation, et cela joue à la conscience, cela essaie de moraliser et donne pratiquement de leçons à ceux qui restent. Ouais. Monsieur Emmanuel, un moratoire contre la peine de mort est-il justifié? C'est le cas pour la République démocratique du Congo qui a fait plus de 10 ans avec ce moratoire. Pour nous, ce moratoire suppose déjà une abolition tacite. Vous savez que la plupart des États, dont la République démocratique du Congo, ont adhéré au statut de Rome, et lorsque le statut de Rome, dans l'arsenal de ses sanctions, n'admet pas la peine de mort. En conséquence, lorsqu'on adhère à ces statuts de Rome, c'est que petit à petit, on s'inscrit dans l'esprit de ceux qui sont contre la peine de mort. Et lorsqu'on voit même en fait une sorte d'histoire, peut-être des législations déjà adoptées au niveau de la République démocratique du Congo, avec la période de transition jusqu'à maintenant, la plupart des lois qui ont été adoptées, surtout des lois en matière pénale, vous allez vous rendre compte que parmi ces lois, il n'y a pas de lois qui mettent la peine de mort comme sanction. Déjà, lorsqu'on fait simplement cette petite histoire, on comprend que nous sommes déjà en train d'étendre vers l'abolition de la peine de mort, mais nous en sommes encore de manière tacite. Donc, c'est une abolition tacite, mais l'on pense que déjà, il y a quelques progrès, parce que même pour ceux qui sont condamnés à mort, vous savez qu'il y a un moratoire et on n'exécute pas la peine. Voilà. C'est déjà une sorte d'abolition tacite. C'est un combat que nous sommes pratiquement en train de gagner, nous, de la dynamique droits de l'homme. Et alors, une dernière question. La République démocratique du Congo est un pays post-conflit. Ne pensez-vous pas que le fait d'abolir la peine de mort peut constituer un fait vert pour les criminels? Bon, vous savez que généralement, on a toujours tendance à penser que la peine de mort, c'est pratiquement la sanction qui donne une bonne leçon aux criminels. Nous, on n'est pas pratiquement de cet avis-là. On peut bien abolir la peine de mort, mais lorsqu'il y a une prison à perpétuité et toute votre vie, vous la passez en prison, donc c'est déjà... C'est déjà une mort, c'est déjà une autre manière de subir la rigueur de la loi. Il n'y a pas que la peine de mort. Voilà, merci M. Emmanuel d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous venons là de nous entretenir avec M. Emmanuel Kabengele, il est coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de la justice. La mission des Nations Unies pour la stabilisation RDC appelle le gouvernement congolais à poursuivre en justice les membres de l'ex-groupe rebelle du M23 coupables de violations graves des droits de l'homme. Dans un rapport rendu public jeudi, la MONUSCO décrit le meurtre et autres viols commis par les éléments du M23 aux environs de Goma dans le Nord Kivu entre avril 2012 et novembre 2013. On fait le point avec Fanny Anifaka Simwana et Bibish Mouzeke Matete. Dans un rapport publié jeudi par la mission des Nations Unies au Congo, l'ex-groupe rebelle du M23 aurait tué, violé, pillé et torturé plusieurs centaines de civils entre avril 2012 et novembre 2013.
période pendant laquelle le groupe armé contrôlait une grande partie de la province du Nord Kivu. Après des mois d'enquête et 5 visites sur terrain, les chercheurs de l'ONU ont relevé au moins 161 viols commis par des membres du M23. Le rapport cite ainsi le cas d'un homme tué par balle à Kiwanja le 2 novembre 2012 par des hommes en tenue du M23 alors qu'ils s'opposaient au pillage de sa maison, ou encore celui de 2 jeunes tués pour avoir résisté à leur enrôlement forcé. Les viols, eux, ont été en grande partie commis dans les camps de déplacés dans les environs de Goma, selon l'ONU, et aussi au camp militaire de Katindo. Entre le 21 et le 25 novembre 2012, 49 femmes de militaires auraient été violées par des membres du M23. Au total, près d'une centaine de violations des droits de l'homme sont détaillées dans ce rapport. La MONUSCO appelle à cet effet l'État congolais à poursuivre en justice les membres de l'ex-groupe rebelle du M23 qui se sont rendus coupables de violations graves des droits de l'homme. Pour rappel, après la fin du M23, il y a un an, 13 mandats d'arrêt avaient été lancés par la RDC et dont aucun des dirigeants du M23 n'a été traduit en justice. La MONUSCO a salué ces 13 mandats avant de demander l'arrestation de ces 13 personnes et que la justice soit rendue dans un délai raisonnable. L'ONU estime que le fait que les auteurs des violations des droits de l'homme jouissent toujours d'une impunité continue, un facteur déstabilisant pour la sous-région. La plupart de ces auteurs sont réfugiés au Rwanda ou encore en Ouganda selon Kinshasa, 2 pays qui à ce jour ont refusé d'extrader les personnes accusées de crimes graves. Avec ce nouveau rapport, l'ONU espère mettre la pression sur les 3 pays afin d'éviter l'impunité sans garantie d'être entendue. Il faut noter que plusieurs rapports des Nations Unies ont indiqué que le M23 avait bénéficié du soutien militaire et financier du Rwanda. À ce jour, seule la Cour pénale internationale a annoncé ouvrir une procédure contre l'un des ex-dirigeants du M23. Et puis le procès de Bosco Ntaganda, ancien chef militaire de l'armée patriotique pour la libération du Congo de Thomas Lubanga à la Cour pénale internationale débute le 2 juin prochain. Cette date a été fixée après les audiences de confirmation de charges. Il est reproché au général Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les actes perpétrés en Ituri en 2003. Suivez ce commentaire de Richard Chakokaningele. Enfin, le procès Bosco Ntaganda commence le 2 juin 2015 à la Cour pénale internationale à La Haye. C'est depuis le 9 juin dernier que la Chambre préliminaire 2 a confirmé à l'unanimité les charges portées contre l'ancien chef de guerre de l'Ituri, le renvoyant ainsi devant une chambre de première instance pour y être jugé. Bosco Ntaganda est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité commis en Ituri, en province orientale, entre 2002 et 2003, à l'époque où il était l'un des chefs miliciens des forces patriotiques pour la libération du Congo de Thomas Lubanga. Il s'agit de meurtre et tentative de meurtre, attaques contre les civils, viols et esclavage sexuel. La Cour pénale internationale précise que la chambre de première instance qui va juger Bosco Ntaganda est composée de Madame le juge Kuniko Ozaki, Monsieur le juge Robert Fremer et de Geoffrey Anderson. Et vous avez là reconnu le timbre vocal de Pamphile Kayombo. Plaidoyer pour l'amélioration de la situation de la jeune fille en RDC, c'est l'essentiel de la rencontre conjointe RDC et partenaires. L'objectif de ce plaidoyer est la sensibilisation et l'action par et pour la jeune fille pour la reconnaissance de ses droits. Cette réunion s'est tenue en prélude à la Journée internationale de la jeune fille. Les détails dans ce reportage des Astrid Mbouyi, Esther Pezo et Sylvain Bété. Autonomiser les filles adolescentes, briser le cycle de la violence. Le choix de ce thème suppose qu'investir dans les adolescents et les jeunes en mettant l'accent sur les filles est un capital pour tirer profit de ce dividende démographique en Afrique. Ceci représente une bonne occasion pour améliorer les moyens de subsistance et le niveau de vie de ces populations. La célébration le 11 octobre 2014 de la Journée internationale de la fille est un moment de sensibilisation et d'action par et pour la jeune fille en vue de reconnaître les droits et les difficultés spécifiques auxquelles elle est confrontée partout dans le monde. En prélude de cette célébration, le ministère du Genre, Famille et Enfants et ses partenaires dont l'UNICEF, l'ambassade du Canada et la coopération britannique font un plaidoyer pour l'amélioration de la situation de la jeune fille en RDC. Les problèmes que rencontrent les filles dans les pays en voie de développement sont presque les mêmes. Les discriminations dans différents secteurs de la vie, l'accès limité à l'éducation, les mariages, les grossesses précoces, les violences sexuelles et basées sur le genre, le travail des enfants,
la prostitution. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour interpeller toutes les parties prenantes sur la situation actuelle des filles et leurs droits, pour plaider davantage sur les investissements à réaliser afin de permettre aux filles et développer leur potentiel de devenir des puissants agents des changements au sein de leur communauté et leur famille. Ce plaidoyer a été ponctué par la projection de 2 films, des exposés sur la situation de la jeune fille en RDC, suivi des questions des enfants adressées aux panélistes et au public. La charte du Forum sur la jeune fille de juillet 2014 à Londres a été remise au gouvernement congolais. Et tout à fait autre chose, 3 tonnes de liqueurs en sachet et 1 tonne de spaghettis ainsi que des savons ont été saisis et détruits par les inspecteurs de l'Office congolais de contrôle affecté à Loufou dans le Bas-Congo. Ces produits ont été interdits de commercialisation et d'autres, la date de péremption avait déjà dépassé. La cérémonie de leur destruction s'est déroulée à Loufou en présence du directeur de la cellule de l'Interpol de l'OCC représentant le directeur général Albert Kassongo Mukumbunzo empêché. Fanny Anifaka Simona et Esther Mpezomba. C'est à Loufou, à la frontière entre le Bas-Congo et l'Angola, que ces produits composés de 3100 tonnes de liqueur en sachet et d'1 tonne de spaghettis ont été appréhendés par les inspecteurs de l'Office congolais de contrôle. Ces produits ont été détruits en présence des autorités de la DGDA, de l'hygiène, de l'OCC, de l'ANER et d'autres services connexes. Ces liqueurs interceptées par les inspecteurs de conformité de l'OCC affectés à Loufou sont frappées par les arrêtés interministériels portant interdiction du commerce d'alcool, eau-de-vie et liqueurs conditionnés dans les sachets, ainsi que les arrêtés portant interdiction de fabrication, d'importation et de commercialisation des emballages non biodégradables. Quant à la tonne des spaghettis, la date de péremption avait déjà dépassé le 29 septembre comme indiqué. C'est le cas aussi des savons impropres à la consommation qui ont été mis dans des sachets de riz. Présent à cette cérémonie de destruction des produits impropres à la consommation, le député national Jean-Claude Vwemba a appelé le gouvernement à épauler l'Office congolais de contrôle dans sa lourde charge, étant un organisme de contrôle de conformité. Nous devons nécessairement encourager l'Office congolais de contrôle, l'OCC pour tout le travail que ces agents ainsi que leurs cadres fournissent pour que nous puissions avoir un monde assez meilleur. Le directeur de la cellule de l'Interpol de l'OCC, Henri Mpeti, représentant personnel du directeur général Albert Kassongo Mukonzo, a renouvelé la détermination de l'OCC à combattre d'une manière efficace la criminalité transfrontalière. L'Office congolais de contrôle en tant qu'organe technique du gouvernement est là pour faire appliquer les instructions du gouvernement. Il faut signaler que l'Office congolais de contrôle a saisi et détruit de mars à octobre 2014 plus de 12 889 tonnes de produits. Ce, malgré les difficultés que connaît cette entreprise. Restons toujours au Bas-Congo pour vous dire que bientôt le conseil urbain de Boma aura un bâtiment moderne construit dans les normes. C'est ce qui justifie la pose de la première pierre de construction de cet édifice par le vice-gouverneur du Bas-Congo, Atou Matubwana. Vicky Moukeba et Suzy Kibira nous en parlent dans ce reportage. Financé par l'Association nationale des villes et communes de la RDC, le gouvernement provincial du Bas-Congo, ce terrain va abriter les bureaux du conseil urbain de Boma. Le maire de Boma, Mme Marie-Josée Nyongo-Nswami, a dédié ce bâtiment au président de la République Joseph Kabila et au gouverneur Jacques Mbadou Sitou. Le gouvernement provincial du Bas-Congo que dirige Jacques Mbadou a suppléé à la hauteur de plus ou moins 30 000 $ américains pour offrir au conseil urbain de Boma un bâtiment plus moderne. Cette prouesse a été rendue possible grâce à l'adhésion de la ville de Boma sous notre modeste personne dans l'Association nationale des villes et communes de la République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur du Bas-Congo, Atou Matubwana, a posé la première pierre marquant le début des travaux. Et il va falloir que ces institutions qui vont venir demain ne soient ou ne siègent sous les arbres. Ici, nous sommes dans une phase où les paroles doivent être combinées avec les actions. Nous avons été informés par le passé que maman mère était en train de mener des démarches pour pouvoir décrocher un financement pour la construction d'un bâtiment qui abritera le futur conseil urbain. Et voilà que cette grande dame est arrivée à
à récupérer du fonds. Et le gouvernement provincial aussi, par le gouverneur Jacques Mbadou, n'a pas hésité à pouvoir accompagner pareille initiative. Ici, nous lançons le même message, le même appel à tous les responsables des autres entités de la province de pouvoir développer un esprit, un comportement managérial dans ce qu'ils doivent entreprendre pour l'intérêt de nos communautés respectives. Le coût des travaux est estimé à 70 800 $ américains et seront exécutés par le bureau urbain des ITPR Bas-Congo. Et quittons le Bas-Congo pour nous rendre au Kasaï occidental, faire la restitution de la mission d'installation des comités fédéraux du PPRD. Voilà l'objectif de la rencontre entre Delaire Kawino et les notables du PPRD. Le vice-gouverneur et le président interfédéral du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie Kasaï occidental à l'occasion sollicité l'accompagnement de tous les membres du comité d'appui aux actions du PPRD à la base dans toutes les activités du parti. Pamphile Kayumbo et bienvenue Magambo. L'axe Beni-Kasindi est bloqué depuis maintenant 72 heures. À la base, la colère des chauffeurs contre le Foner qui n'arrivent pas, selon ces chauffeurs, à maintenir la seule route qui relie Beni Butembo et le poste douanier de Kasindi entre la RDC et l'Ouganda. L'ensemble des marchandises importées en Chine, Dubaï et ailleurs passe par la douane de Kasindi pour le Grand Nord Kivu. Mais la route est devenue impraticable depuis maintenant plus de 6 mois. Les chauffeurs exigent que le Foner use de l'argent perçu sur cette route pour entretenir ou réhabiliter la route avant toute reprise du trafic sur l'axe Beni-Kasindi. Des centaines de véhicules sont stationnés de part et d'autre de la frontière ougando-congolaise. Sur la liste de ceux qui s'inquiètent de cette situation, les pétroliers, M. Ephraim, propose une solution rapide et urgente pour éviter le pire dans le Grand Nord Kivu. Pour l'instant, ni le Foner, ni les autorités politico-administratives, personne ne sait qu'exprimer officiellement et publiquement sur la question. Et toutes nos excuses pour ces petits désagréments. Heureux comme l'honorable Jean-Pierre Chimanga Bouana qui vient d'effectuer une visite à Chikapa au Kasaï occidental. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de ses vacances parlementaires. Partout où il est passé, l'élu de Chikapa Kamunia a demandé à ses électeurs de développer l'amour de la patrie. Martin Moudimbi Kapenga et Esther Mpezo. En séjour à Chikapa, dans le Kasaï occidental, dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Jean-Pierre Chimanga Bouana, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a eu droit à un accueil chaleureux, accueil digne d'un fils du terroir. Les différentes notabilités, mais également les membres de son parti politique, le Congrès des Alliés pour l'Action au Congo, tous ont tenu à lui exprimer leur joie. Tout a commencé à Chikapaville avant d'atteindre les différentes circonscriptions de Chikapa. De l'aéroport en passant par différentes circonscriptions, l'engouement était à son comble. Le sénateur Gaston Collet, également en vacances parlementaires, et l'honorable Chimanga ont eu droit à un accueil délirant. Dans leur parcours, le député national Jean-Pierre Chimanga Bouana et le sénateur Gaston Collet ont visité 7 secteurs sur le 9 que compte la circonscription de Chikapa-Kamunia. À Lunieka, ils ont été forcés d'abandonner leurs engins roulants pour marcher avec la population dans une distance de 10 km. Une véritable communion avec la population, comme on peut le voir à travers ces images. Dans son adresse, l'honorable Jean-Pierre Chimanga Bouana a demandé à la population de remercier le chef de l'État qui a initié plusieurs projets de développement pour leur contrée. À titre exemplatif, on peut citer la réhabilitation des infrastructures routières et l'ouverture de la frontière avec l'Angola à partir de la localité de Kamoka. Face à certaines doléances, des solutions ont été trouvées.